Bonjour à tous. Allez-y, prenez place. Nous allons commencer dans quelques instants, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. L'idée de ce webinaire, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir relever les défis de la construction et comment vous allez pouvoir simplifier les échanges au niveau des données du bâtiment que vous pouvez recevoir. Donc, on va le voir hein, à travers de ce webinaire de SolidWorks OBIM, il n'y a qu'un pas. Aujourd'hui, je suis pas seul. Nous allons commencer par un petit tour de table pour vous présenter les différents intervenants aujourd'hui. Donc, je suis accompagné à la fois de Arthur et de Reda. Donc, bah, messieurs, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Euh, Merci Florian. Pour ma part, merci Arthur Arthur. Montillet, en charge de la stratégie et des ventes pour les petites et moyennes entreprises du monde de la construction. Et Merci Red- Florian et Arthur. Pour ma part, Reda Tsouli, je fais partie de l'équipe du développement commercial sur la région en France. Et de mon côté, donc Florian Chaumeil, je fais partie de l'équipe Solidor France et voilà, je suis consultant technique. Donc moi, mon travail, c'est de comprendre les besoins clients et de proposer des solutions en adéquation avec ces besoins. Donc, je vais commencer. Donc, voilà, j'ai déroulé le menu qui est prévu aujourd'hui. Donc, vous allez voir pas mal de sujets différents. Donc, tout d'abord, Arthur va faire une introduction, va vous montrer comment nous, Dassault Systèmes, on se positionne aujourd'hui dans l'industrie de la construction en vous donnant des exemples justement de projets clients et des principales problématiques auxquelles nos clients sont confrontés dans ce milieu-là. Ensuite, donc, on va attaquer dans le dur. On va parler des échanges IFC. Donc, c'est le format qui est le plus largement utilisé dans le monde du bâtiment. Donc, les échanges au niveau de l'import et de l'export. On verra qu'on a justement des outils adaptés et pour facilement traiter ces fichiers IFC. Ensuite, forcément, on va vous illustrer donc un cas pratique d'un client qui travaille dans SolidWorks et qui a besoin de créer ses équipements dans SolidWorks, mais également de récupérer en contexte des objets BIM, donc des objets de la construction, un bâtiment. Donc là, justement, on va vous illustrer cette problématique-là, hein, comment on va pouvoir facilement concevoir en contexte des équipements SolidWorks. Forcément, derrière ce qu'on peut avoir comme problématique, c'est en cas de mise à jour, qu'est-ce qui se passe? Si le bâtiment évolue, comment je vais pouvoir traiter cette nouvelle modification? Donc là, c'est la mise à jour de la maquette complète. Et également, on va vous montrer comment on peut également se connecter à un logiciel de la construction, donc le logiciel phare que vous devez déjà connaître, c'est Revit. Donc là, on va vous montrer comment et également comment on articule cette continuité numérique entre logiciels avec nos outils. Ensuite, on va rapidement parler de l'implantation. Donc une fois que forcément qu'on a mis en place, qu'on a récupéré le modèle complet du bâtiment, on va pouvoir également implanter par-dessus des équipements divers, faire de la simulation d'interférences entre différentes parties. Et derrière, également, une fois qu'on est satisfait du résultat du travail sur la maquette d'implantation, comment on va pouvoir géolocaliser mes équipements, donc des équipements divers, hein, c'est une des principales, un des principaux challenges hein, de nos clients. Et comme je l'ai dit en introduction, on gardera un petit peu de temps pour répondre à vos questions. La liste des sujets s'arrête là parce que il n'y a plus de place sur la slide. Et voilà, peut-être qu'on fera un autre webinaire pour présenter d'autres sujets. Mais aujourd'hui, ça sera largement assez. Et encore une fois, s'il y a des points que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou dans la session Q&A. Voilà, on prendra en compte. Arthur, bah, je te laisse la main. Merci Florian. Merci pour cette introduction. On voulait vous partager aujourd'hui différents éléments du positionnement de Dassault Systèmes dans le monde de la construction. Un premier point que je voulais évoquer et je tenais à vous dire merci car aujourd'hui Dassault Systèmes est présent dans le monde de construction grâce à vous, utilisateurs ou futurs utilisateurs de SolidWorks.
SolidWorks est utilisé dans le monde du bâtiment, que ce soit pour créer des salles de bain, des façades, aujourd'hui des balcons. Et je voulais vous montrer un aperçu de ce qu'on faisait avec différents types d'acteurs. Donc pas que avec SolidWorks, avec la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes. Alors, on va travailler avec différents bureaux d'ingénierie. Alors, on voit sur la vidéo en haut à gauche, aujourd'hui, on a travaillé avec différents cabinets d'ingénierie comme CSCDI en Chine et on a construit des hôpitaux modulaires en 2 semaines lors de la période du Covid. On va pouvoir travailler aussi avec des architectes de renom. Donc là, c'était un exemple d'un projet qu'on a effectué avec Zaha Hadid à Hong Kong. Pourquoi Zaha Hadid, un gros cabinet d'architectes, a choisi notre solution? Pour la puissance aujourd'hui de calcul de nos outils tels que CATIA et la gestion des grands ensembles sur la 3D Experience Platform. On va travailler avec des entreprises générales. Vous l'avez vu dans l'introduction, dans la vidéo qui passait juste en amont du webinaire avec Bouygues Construction, par exemple, avec qui nous avons un partenariat très fort. Et vous le verrez d'ici peu, nous sommes en train de créer des histoires avec l'écosystème de Bouygues Construction et les clients SolidWorks pour s'assurer d'une unicité de la donnée pendant les différents échanges. On va travailler aussi sur le modulaire. On va parler de modulaire volumique 3D et modulaire 2D avec différents acteurs. J'ai mis EG comme entreprise générale. On voit l'arrivée de plus en plus de nouveaux acteurs qui construisent des bâtiments R+4, R+5 avec des modules qui sont réalisés en usine. On appelle ça le hors-site. C'est une grande tendance. On a quelques clients SolidWorks qui font ça et d'autres qui mettent en place des stratégies d'optimisation de leur flux d'usine. C'est ce que vous voyez en bas à gauche. On va pouvoir déplacer les différents éléments de son usine pour s'assurer de la bonne cadence et de l'optimisation des flux. Il y a un élément qui est très important autour de nos clients. Euh, Quand ils choisissent la 3D Experience Platform, c'est pour relier les différentes équipes sur un même environnement. Si je prends le cas du préfabricant bois au milieu à droite, c'est l'entreprise Piftobois qui travaille avec nous. Ils ont choisi notre environnement de travail pour s'assurer de l'unicité de la donnée entre les différentes divisions de leur entreprise. Donc de la partie commerciale jusqu'à la partie fabrication, tout le monde a la même information sur la 3D Experience Platform, ce qui permet pour eux de réduire jusqu'à 40% le temps d'ingénierie et les prises de décision. Une fois que je vous ai raconté cette histoire, je voulais revenir sur un point qui était clé, le rôle de l'industrie chez Dassault Systèmes. Chez Dassault Systèmes, nous avons 12 industries qui définissent les solutions pour lesquelles vous utilisez. Donc, je fais partie de l'industrie architecture, engineering et construction, et on va avoir différentes casquettes. On va avoir une première casquette aujourd'hui qui va être de sonder le marché, comprendre les tendances du marché, comprendre les dynamiques de marché, pour s'assurer que les solutions que nous allons développer vont répondre à vos besoins d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain. Quand on regarde le monde de la construction dans sa grandeur des entreprises, des promoteurs immobiliers, aux entreprises générales, aux préfabricants, aux fabricants comme vous, il y a une disparité de l'information et un manque de productivité. Afin de pallier à ça, on va s'assurer de travailler main dans la main avec vous et comprendre vos besoins. J'ai la chance de faire partie d'une équipe qui est un périmètre monde. Donc, j'ai pu aller interroger différents clients SolidWorks sur aujourd'hui leurs besoins. Vous êtes client SolidWorks, vous avez peut-être des problématiques pour travailler dans un milieu BIM. Donc, quelles sont ces dernières? Donc, on va dire, au niveau des différentes études qualitatives que nous avons réalisées, certains points nous sont remontés. Problème de géolocalisation, comme l'évoquait Florian. Si vous l'avez jamais rencontré, ça peut faire bizarre. J'étais avec un constructeur de salle de bain la dernière fois qui avait une impossibilité de mettre sa salle de bain dans un contexte BIM IFC. Elle était dupliquée à plein d'endroits avec l'utilisation de SolidWorks. Manque d'automatisation. Donc là, j'ai plus ce retour-là du côté des façadiers qui me disent bah, je suis limité pour travailler sur des formes complexes et si j'ai des, euh, des systèmes d'attache sur la structure, je ne suis pas à même de répéter ce modèle plusieurs fois s'il y a une légère différence. Donc là, on va parler de modèles génératifs qui sont possibles d'être conçus grâce à la 3D Experience Platform. Donc de rentrer vos règles métiers
dans un outil afin de faciliter la prise de décision et surtout améliorer votre productivité. Gestion des grands ensembles ou des grands assemblages. Et enfin, le dernier point, c'était ne permet pas de respecter un processus BIM. Notre rôle au sein de l'industrie, c'est de s'assurer qu'on fasse ces retours à la R&D. Nous avons un lien direct avec l'équipe R&D de Dassault Systèmes pour s'assurer qu'ils comprennent vos besoins et qu'ils puissent nous donner un temps pour la résolution de ces besoins. Donc, on va s'assurer de la définition de la solution dans les délais les plus courts afin que vous ayez les meilleures solutions sur vos postes afin de faciliter aujourd'hui vos tâches du quotidien. Notre but aujourd'hui, c'est de s'assurer que vous êtes content et confiant de travailler avec les logiciels Dassault Systèmes et les améliorations qu'on apporte, car ce qui est clé pour nous, c'est que vous puissiez communiquer, que vous puissiez nous référencer et parler de nous. Donc, c'était les deux points que je voulais vous montrer aujourd'hui. Dassault Systèmes dans le monde de la construction. Quelle typologie d'acteurs? Vous avez pu le voir qu'on touche différents acteurs de la chaîne sur des sujets de collaboration, des sujets d'ingénierie, des sujets de generative design et des sujets d'optimisation de flux d'usine. Donc, je vais maintenant laisser la main à Florian qui va vous montrer en direct avec différents exemples comment SolidWorks, allié à la puissance de la 3D Experience Platform, permet en tout cas de répondre à ces enjeux que vous pouvez avoir. Merci beaucoup Merci. Arthur hein, pour cette introduction très intéressante, hein, pour avoir cette vue très globale. Donc là maintenant, voilà, on va rentrer un peu sous le capot, on va rentrer un peu dans les solutions. Donc juste avant, juste quelques mots là sur cette slide pour vous recontextualiser la plateforme 3D Experience. Donc la plateforme, c'est un outil de collaboration sur le cloud qui permet de centraliser tout type d'informations au même endroit. Ça permet de connecter l'ensemble des services, que ça soit en interne donc entre les départements, entre les équipes, mais également en externe, pouvoir collaborer main dans la main avec des fournisseurs, des clients, n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, il faut voir ça comme un véritable hub pour fédérer toutes les personnes autour d'un même projet. Et pourquoi? Bah, vous le voyez, pour gérer tout le cycle de développement d'un produit. D'ailleurs, quel que soit le type de produit, de projet, ça peut être une machine spé ou, comme vous le voyez à l'écran, on peut être à l'échelle d'un bâtiment complet, voire même ville, hein. Donc là, il y a des projets aussi de jumeaux numériques de villes complètes hein, qui ont été réalisés sur la plateforme. Et de pouvoir donc le gérer tout le cycle de développement d'un produit, de la phase d'innovation, conception, à la phase de développement, simulation, fabrication, puis après on va aller jusqu'aux mise en service, recyclage, etc. Mais surtout, là, ce que je voulais vous faire comprendre à travers cette slide, c'est que ce n'est pas un outil isolé. Hein, c'est une plateforme qui permet de gérer des données diverses et également d'échanger de la donnée avec d'autres systèmes. Donc, que ce soit de la donnée 3D provenant de logiciels de CAO mécanique, bah, typiquement par exemple du SolidWorks, ça pourrait être également du STEP, de la donnée 3D également plutôt liée au monde du bâtiment. Donc là, on va parler justement du format IFC. Ça pourrait être un format natif Revit. OK? Mais également pas que de la donnée 3D. On a également, on peut intégrer aussi dans une maquette du nuage de points, des scans topographiques de terrain, forcément tout l'aspect gestion documentaire lié à un projet. Et également, bah, en fait, se connecter à des systèmes divers. Voilà, on peut se connecter également au système ERP d'une entreprise pour échanger de l'information. Voilà. Donc voilà, juste pour rappeler qu'on voilà, on peut gérer des structures hybrides provenant voilà, de logiciels divers. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que pour certains logiciels, on a une stratégie, ce qu'on appelle Power BI. Donc Power BI, c'est notre capacité à pouvoir se connecter directement à des solutions externes sur la plateforme. Donc, notamment, bah, là, on va parler de SolidWorks. C'est également le cas pour Revit. On a des connecteurs hein, qui sont intéressants. Et l'idée, c'est de pouvoir voilà, tout mettre dans un même environnement de travail, avoir le même data model, peu importe les applications qu'on utilise. Et pourquoi? Bah, pour étendre le champ des possibles, pour faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec des outils isolés. Et voilà, et de tirer parti de la continuité numérique pour pas casser l'information, pour pas casser la donnée et directement connecter les solutions entre elles. Euh,
Donc, vous l'avez compris, on va parler d'échange de données. Donc là, donc pour vous illustrer les différents flux que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, forcément, le point central, ça va être cet outil, la plateforme 3D Experience. Donc, déjà, la première chose, donc on va vous illustrer comment on peut gérer au niveau de l'import et également de l'export des fichiers IFC, des particularités également qu'on peut avoir au niveau de l'import et l'export en passant par la plateforme, des particularités par rapport à SolidWorks qu'on peut avoir. Euh, on va donc forcément illustrer, une fois qu'on a cette maquette, on va pouvoir utiliser des outils directement dans cette plateforme pour d'abord, au premier point, visualiser la maquette, mais au-delà de ça, c'est également pouvoir aussi l'enrichir, donc compléter toutes les métadonnées rattachées à ce modèle, toutes les propriétés BIM, faire par exemple également de la géolocalisation, hein, chose qu'on peut pas faire dans SolidWorks, et également vous illustrer les flux d'échange justement entre SolidWorks et la plateforme, donc à travers ce connecteur qui permet de mettre à disposition dans la plateforme de la donnée native SolidWorks, que ce soit des pièces, des assemblages, des mises en plan, et pouvoir les faire vivre dans la plateforme, et inversement également pousser dans SolidWorks des éléments intéressants liés à la construction des objets BIM, justement, pour pouvoir construire en contexte dans SolidWorks des équipements mécaniques. Mais garder toujours, vous allez le voir, une maquette commune, une maquette unique qu'on gère dans la 3D Experience. Et de l'autre côté, de la même manière, en fait, on peut se connecter à Revit hein, pour enregistrer nativement de la donnée Revit à la plateforme, pour également la gérer dans la plateforme. Et là, j'ai respécifié une flèche qui descend de Revit à l'IFC, parce que forcément, avec Revit, on peut aussi exporter directement en IFC. Je rappelle, voilà, on a pris l'exemple de Revit, mais par exemple, pour du Tekla, qui est aussi beaucoup utilisé pour faire de la charpente, euh, voilà, Tekla gère aussi l'export IFC. Donc là, ça vous donne un aperçu un peu des différentes solutions et des jugements des différents flux de données qu'on peut avoir et qu'on va traiter aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc concernant les échanges IFC, juste pour rappel, le format IFC c'est quoi? IFC pour Industry Foundation Classes. Excusez mon anglais. Donc format IFC c'est un format neutre d'échange de fichiers. Il est similaire au format STEP. Le format STEP beaucoup plus utilisé dans le monde de la CAO. Et l'objectif de l'IFC, c'est d'assurer justement l'interopérabilité entre différents logiciels du monde. Donc voilà, c'est pour partager les informations entre les logiciels. Ce qui est intéressant avec ce format-là, c'est qu'il est, on va dire qu'il est orienté objet, dans le sens où quand on utilise le format IFC, on va respecter une classification. On va attribuer en fait une classe spécifique à tous les objets que j'ai dans mon modèle. Donc typiquement, par exemple, un objet porte, donc une représentation graphique du porte, on va le classifier en tant que porte et on va avoir des attributs spécifiques liés à la classe des objets. Donc on a des portes, on a des murs, des dalles, toits, etc. OK? Alors il est porté par voilà, cet organisme international, Building Smart. C'est un format forcément qui est standardisé. Euh, voilà, et l'idée, voilà, c'est que tout le monde respecte ce format-là. Et également structuré, on va le voir rapidement, donc il est structuré d'une certaine façon. À chaque fois, on a en tête un projet qui peut contenir un ou plusieurs sites, puis en dessous, un site qui peut contenir un ou plusieurs bâtiments, et un bâtiment voilà, qui peut contenir plusieurs niveaux. Et pour chaque niveau, on a une multitude d'objets, comme je l'ai dit, donc des dalles, murs, portes, fenêtres, etc. Donc voilà, chaque objet sont classifiés et ont leurs attributs propres. Voilà, donc là c'était pour juste rappeler le format IFC. Donc concernant justement l'import IFC, donc là je vais vous montrer comment ça marche. Donc là on part de cette maquette de bâtiment. Donc là on l'a juste ouvert dans une visionneuse BIM là pour vous montrer justement un peu directement les structures. Et donc justement donc dans notre module donc dans la 3D expérience, on va pouvoir directement faire un import de ce fichier IFC. Là, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit que dès l'import,
On peut récupérer directement la géolocalisation, OK, qui est affectée à mon projet. Donc là, on voit un certain CRS. Donc là, c'est juste un système, un référentiel de système de coordonnées. En fait, voilà, c'est mes coordonnées géographiques. Donc là, on voit déjà juste par ce biais qu'on va plus avoir déjà ce problème d'origine loin du repère, comme on peut avoir parfois dans SolidWorks quand on ouvre un fichier IFC qui est très très loin de mon repère d'origine. Et on va pouvoir également pré-filtrer, donc filtrer avant l'import les objets que je récupère. Donc là, c'est assez simple. Donc on a une prévisualisation de toute ma structure. Donc ça, c'est avant de faire l'import. Et on va pouvoir spécifier si on importe oui ou non quel objet. Donc là, on peut justement spécifier si je veux importer tel ou tel niveau. Donc admettons, voilà, je me positionne, je vais faire des garde-corps. Peut-être qu'il n'est pas forcément pertinent que j'importe le parking souterrain. Voilà, c'est un exemple. Et pour chaque niveau, on définit un profil. Donc ça, on va y revenir. C'est des stratégies d'import, justement, qui vont nous permettre justement, de spécifier selon nos besoins quel type d'objet on va récupérer et de quelle façon. Donc là, pas forcément rentrer trop dans les détails, mais on a des imports plus ou moins rapides, plus ou moins complets, suivant vos besoins, et qui vont nous permettre justement de récupérer plus ou moins d'objets. Voilà. Donc voilà, là, c'est quelque chose qu'on peut spécifier avant l'import. Donc, une fois qu'on est satisfait du filtre, on réalise l'import. Donc là, on voit justement que l'import est très très efficace. Là, en fait, en moins de 2 minutes, on a réalisé l'import complet du bâtiment. Et on voit justement que nous récupérons toute la géométrie exacte et on va également récupérer forcément toute la métadonnée qui est liée aux objets dans mon fichier ILC. Justement, donc, juste petit point là pour ces propriétés. Donc, comme je l'ai dit, le format IFC amène une classification, amène des propriétés BIM spécifiques. Donc là, juste un aperçu, quand vous ouvrez comme ça un fichier IFC, voici donc comment cela se représente, ça s'articule. Nous, dans la plateforme, donc, on fait bien ici une conversion du fichier IFC en données équivalentes chez nous dans un modèle de données équivalent. Donc, voilà, on voit d'ailleurs ici le type d'objet qu'on va créer, qu'on va pouvoir créer dans notre base. Et on voit ici la structure dont je vous ai parlé, donc un site en tête qui peut, voilà, dans lequel on peut avoir un terrain, un ou plusieurs bâtiments, des niveaux, etc. Et mes objets individuels ici, donc un mur, une dalle, une colonne, une poutre, pardon, et une porte. Et pour chaque objet, on récupère bien sûr les propriétés, les métadonnées qui lui sont propres. Donc c'est pour ça, là, en vert, on a mis en surbrillance. Côté IFC, on voit bien là une porte qui a été justement pour l'attribut issu de secours, on l'a défini comme faux. Donc là, c'est juste une valeur booléenne, oui ou non. Et là, on récupère bien forcément cette information. Ça, c'est important parce que derrière, si on va vouloir après manipuler le modèle, on va justement avoir un, un modèle donc toujours orienté objet. Et si on veut faire, par exemple, une sélection, une multi-sélection par exemple, de toutes mes portes, je vais pouvoir le faire. Puis après, je vais pouvoir appliquer des critères. Donc, parmi toutes les portes que j'extrais dans mon modèle, si je m'intéresse qu'aux portes qui sont déclarées comme issues de secours, justement, en ayant ces propriétés-là spécifiques, je vais pouvoir justement filtrer ma recherche. Et au-delà de ça, plus que de l'aspect, on va dire, navigation, sélection, on peut bien sûr enrichir le modèle. Toutes les propriétés sont éditables. Je vais pouvoir modifier. Et si derrière, après, je réalise un export, on garde forcément les propriétés. Donc là, c'est des propriétés communes qui sont liées à mes classes d'objets. Je peux également récupérer des propriétés spécifiques, des propriétés customisées qui ont pu être rajoutées que ce soit dans un Revit, Tekla ou autre système ou autre solution BIM. Euh, voilà. Donc là, juste voilà, pour rappeler, 2 points importants au niveau de l'import, la possibilité de filtrer les types d'objets importés avant de faire l'import et également des stratégies d'importation différentes, des profils d'import différents. Nous, ce qu'on va beaucoup pousser, c'est la stratégie pour la conception parce que on va voir, elle est faite justement pour derrière, si on veut retravailler le modèle,
dans SolidWorks. L'idée, c'est que tous les objets ne sont pas directement tous exposés individuellement dans la base. C'est un peu comme si je mettais tous les objets, donc là, c'est ce que j'ai mis en capture d'écran là à droite. Donc là, la stratégie pour la conception, for design, on voit que tous les objets sont un peu dans une boîte. J'ai quand même ma géométrie exacte, mais voilà, tous mes objets sont un peu sont regroupés. Mais derrière, vous allez voir, justement, on a des outils si on veut travailler sur certaines parties plus spécifiquement. On a des outils spécifiques pour les exposer, pour les distribuer, pour les mettre en fait dans un niveau supérieur et pour pouvoir après les traiter dans SolidWorks. Et le mode aussi for construction pour la construction est très intéressant, mais il est plus lourd, donc plus long, et tous les objets vont être exposés. Donc c'est pas forcément une nécessité. Voilà. Donc là, c'est juste garder en tête, on a des profils différents suivant vos besoins. Mais dans tous les cas, on récupère bien sûr la géométrie exacte et on récupère bien entendu aussi toute la métadonnée, la géolocalisation, etc. Donc ça, c'est au niveau de l'import IFC. Juste, j'en profite, je parle du flux inverse, donc l'export. Là, c'est un test qu'on a effectué sur un assemblage de SolidWorks. Donc ça, c'est sa machine Omax, c'est une machine de découpe à jet d'eau. On a réalisé, donc qui en fait environ 10 000 composants et 600 mégabytes de données natives SolidWorks. Donc, on a réalisé un export en IFC4 TCDisé. Donc, TCDisé, ça va être un export où en fait on a une approximation géométrique. On a en fait une discrétisation, une facettisation avec des polygones. Hein. C'est entre guillemets déjà un export light, mais qui prend énormément de temps, déjà que 30 minutes et qui représente environ 500 mégabytes de données en IFC4. On a fait également un export en IFC4, mais en BREP. Donc en BREP, c'est là où on va avoir la représentation exacte et on se retrouve avec un fichier très très lourd, 5 gigaoctets de données. Donc ça, c'est en fait, on a beaucoup de clients qui réalisent des exports IFC depuis SolidWorks et qui se retrouvent avec des tailles de fichiers qui sont vraiment complètement inexploitables. Parce que si derrière, ils veulent les envoyer pour révision à un client, un fournisseur, on se retrouve forcément avec un volume de données énorme et inexploitable. Euh, et je précise, donc là, on a fait un export brut, donc on n'a pas appliqué d'outils de simplification géométrique tels qu'on peut avoir dans SolidWorks comme l'outil d'e-feature. Euh, et du coup, en parallèle, on a aussi testé en fait l'export de données à partir de la 3D Experience du même modèle. Donc là, je rappelle, on a utilisé le connecteur SolidWorks qui permet d'enregistrer directement de la donnée SolidWorks dans la plateforme, de la donnée native. Je convertis pas entre là à gauche et à droite ma donnée, ça reste la donnée native SolidWorks qui peut être modifiée dans SolidWorks, mais la différence là, c'est que je peux également l'ouvrir dans cet environnement plateforme et depuis la plateforme 3D Experience, également réaliser un export IFC. Donc là, c'est pour mettre en parallèle les deux types d'export et on voit en fait c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas voilà, c'est pas vraiment pas comparable pour le même standard, donc la même version IFC. Donc là, c'est l'IFC 4. Juste pour information, l'IFC4, alors c'est pas la dernière version format ILC, c'est déjà une version qui commence à être utilisée, mais principalement, peut-être que vous travaillez surtout en IFC 2X3. On profite pour le dire, là on a testé en IFC4, mais on gère bien sûr différents standards et on gère bien sûr le IFC 2X3 qui est encore très largement utilisé, même s'il est plus ancien et plus lourd moins optimisé. Mais voilà, là, on voulait avoir une comparaison entre SolidWorks et la 3D Experience. Donc, on a fait un IFC4 et on voit qu'au niveau de l'export, on passe de 5 minutes pour la 3D Experience. Pour, je rappelle, 30 minutes et plus. Suivant si c'était CLISé ou en BREP côté SolidWorks. Donc déjà, un gain de temps énorme. Et également en termes de taille de fichier, ça n'a rien à voir. Donc on a 96 mégabytes de données quand on a un IFC exporté de la 3D Experience versus les 5 gigas de SolidWorks. Et là, je précise à droite, c'est la géométrie exacte, donc c'est pas une version tessellée. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est également du BREP. Et là, juste, voilà,
pour montrer les résultats ici dans une visionneuse BIM. Et également, en fait, on va le traiter après. La grosse différence, c'est également, ça va être au niveau de la géolocalisation, hein. Dans un cas, dans la 3D expérience, on va pouvoir justement gérer cette géolocalisation à l'export, à l'import et à l'export, chose qu'on ne fait pas dans SolidWorks. Voilà, donc export 3DX, plus rapide, plus léger, pas besoin de passer du temps à simplifier le modèle, hein. On exporte la donnée brute telle qu'elle. Euh, Ensuite, donc voilà. Maintenant, on va explorer justement comment vous pouvez concevoir des équipements dans votre environnement SolidWorks et en fait récupérer des objets justement du bâtiment dans votre interface. Donc là, on l'a déjà évoqué, on va encore une fois tirer parti du connecteur, hein, qui est vraiment ma passerelle d'échange de données entre la plateforme ici à gauche et mon SolidWorks, où à ce niveau-là, en fait, on n'a pas de conversion, on ne fait pas d'import et export. On fait vivre la donnée dans la plateforme et on va pouvoir toujours à tout moment l'éditer dans SolidWorks. Et également, d'un autre côté, je vais pouvoir pousser de l'information pour pousser de la donnée BIM dans mon SolidWorks. Donc là, vous allez voir, on a illustré le cas donc pour un client SolidWorks qui conçoit des garde-corps, donc qui doit lui se positionner sur des terrasses là, sur ces dalles, et qui doit justement récupérer en entrée de l'IFC qui doit après en fait sur lequel il doit se positionner dans SolidWorks pour correctement dimensionner ses équipements. Donc je lance le scénario. Donc là, justement, on est sur ma maquette complète, hein, que j'ai importée au format donc c'est un format IFC d'entrée. On voit là à gauche toute ma structure. Donc là, je le rappelle, on voit justement que tous les objets ici, ils sont au même niveau. C'est toute ma classification. Donc là, je vois justement mes murs, mes poutres, mes dalles. Et justement, là, je me positionne donc comme un dessinateur donc SolidWorks qui doit lui créer le garde-corps. Donc, je ne veux pas forcément récupérer tout le modèle. J'ai juste isolé mes dalles extérieures, ma terrasse que je vais distribuer. Donc, je vais exposer juste à un niveau supérieur. Je vais conserver bien sûr une traçabilité, une association, hein. C'est-à-dire que si mon modèle évolue, on va le voir après, j'ai une évolution automatique de ces objets que j'ai isolés là. Et c'est justement cet objet particulier, que ce groupe d'objets particuliers, que je vais pouvoir directement ouvrir dans SolidWorks. Juste là, j'en profite pour vous montrer, j'avais pas pu le faire juste avant, c'est que on peut bien sûr ouvrir la maquette complète BIM dans un environnement web. Là, je suis en fait dans un navigateur web et je peux accéder à la géométrie complète et également à tous les objets et à toutes les métadonnées, toutes les propriétés. Donc là, c'était pour une dalle que j'ai dans ma maquette. Euh, et justement, donc là, on a fait un travail juste, voilà, on a récupéré, on a spécifié la dalle extérieure qui nous intéresse. J'ai mon chef de projet, voilà, qui m'indique que le garde-corps doit être positionné euh, voilà, sur l'arête extérieure de ma terrasse, et je vais pouvoir directement ici ouvrir SolidWorks et charger en session donc la terrasse qui m'intéresse, les objets BIM qui m'intéressent. Donc là, on voit justement dans la structure à gauche que là, on n'est pas, c'est pas de la donnée SolidWorks, hein, c'est vraiment de la donnée BIM que j'ai directement récupérée depuis la plateforme que j'ai ouverte. Et je vais pouvoir dessiner par-dessus, donc créer une nouvelle pièce et créer un nouvel assemblage pour concevoir mon équipement détaillé, mon garde-corps. Donc, et l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir après se positionner, référencer, avoir des références externes. Donc là, justement, on vient prendre des arêtes externes de ma dalle. Je les convertis pour les avoir dans une esquisse et après pour pouvoir derrière les travailler dans SolidWorks comme j'ai l'habitude de faire. Donc là, bon, je définis des lignes de construction, je garde des arêtes après pour faire un offset, un décalage, après pouvoir faire voilà, une extrusion. Donc là, voilà, on travaille comme on a l'habitude de faire dans SolidWorks, de la répétition. On va pouvoir aussi utiliser des modules. Bah là, pour le garde-corps, c'est le module de l'ensemble mécano-soudé que j'utilise.
pour avoir une liste de découpe, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai un lien direct avec de la donnée BIM. Donc là, typiquement, je vais montrer, par exemple, au niveau des références externes, on voit bien que on référencie au niveau de cet équipement SolidWorks, je référencie ici mon nez de balcon béton qui est ma dalle. Et ce qui est important, c'est que voilà, j'ai un lien direct, donc on va le voir après. Derrière, si j'ai une mise à jour de ma maquette à faire, tout va se mettre à jour. Et juste là, je remonte. Donc là, quand on rebascule dans l'environnement BIM, on voit le garde-corps qui est correctement, bien sûr, positionné parce que je travaille sur le même objet. Donc voilà, j'ai pas de repositionnement à faire. On parlait justement de mise à jour. Donc là, justement, l'intérêt de passer encore une fois par ce connecteur, c'est que bah, là, si mon architecte m'envoie une mise à jour du bâtiment, donc là, par exemple, la dalle a été agrandie, je dois juste refaire un import IFC. La maquette se met à jour parce qu'elle comprend en fait qu'il y a une évolution au niveau du design. Et bah, de l'autre côté, je vais pouvoir réouvrir également cette dalle qui s'est agrandie. Je vais pouvoir l'ouvrir dans SolidWorks et mon équipement va se mettre à jour car justement, j'ai des références externes qui existent entre la dalle et mon équipement. Donc là, justement, on voit le bandeau en haut en jaune que je dois rafraîchir mes objets qui sont en session. Donc là, je fais un refresh. La dalle va s'agrandir. Et en conséquence, automatiquement, également, je vais avoir une modification si j'ai correctement conçu mon garde-corps. Donc là, on voit d'ailleurs ici sur les mises en plan qu'on a une évolution euh, de l'équipement SolidWorks natif. OK? Par-ci, encore une fois, il référencie mon modèle BIM. Donc ça, c'est la mise à jour quand on doit refaire une mise à jour à partir d'un fichier IFC. Maintenant, si vous possédez, et d'où en fait notre question en début de webinaire, si vous possédez actuellement une solution telle que Revit, vous pouvez également connecter directement votre Revit à la plateforme. OK? Et pousser les mises à jour à partir du connecteur. Donc le connecteur, justement, Revit, bah, il est similaire au connecteur SolidWorks. On a ce panneau d'intégration à droite et on voit que voilà, si on fait une modification en direct du modèle, donc là, pareil, donc la dalle qu'on a grandi dans Revit, on va pouvoir pousser la modification dans la plateforme. Donc là, on a le choix de monter en révision ou pas pour garder en fait en traçabilité un historique de ma révision d'avant, hein. Donc là, j'aurai un bâtiment A1 avec une dalle d'une certaine longueur et une révision B avec une autre longueur. Donc là, quand je reviens dans la plateforme, bah, justement, je vais pouvoir rafraîchir euh, et récupérer ma dernière révision. Donc là, on voit pour le moment, là, dans la 3D Experience, le garde-corps ne suit pas. J'ai juste besoin, en fait, encore une fois, en fait, de réouvrir mon modèle juste dans SolidWorks pour pouvoir mettre automatiquement à jour mon garde-corps en fonction des dimensions de ma dalle. Donc là, je ne remonte pas. C'est exactement la même procédure que tout à l'heure. En fait, juste là, vu que c'est une mise à jour, on a juste besoin de rafraîchir la session. Et si on a correctement référencé, le modèle, tout se synchronise automatiquement. Donc voilà, donc là on a parlé des échanges IFC, de la mise à jour de pouvoir concevoir des équipements dans SolidWorks en se référenciant sur le modèle BIM. Maintenant, donc là juste pour vous montrer au niveau de l'implantation, donc vous l'avez compris, on peut à la fois donc mettre à disposition dans la plateforme des équipements SolidWorks pour pouvoir les positionner en contexte. Donc là, c'est le cas. Je veux implanter ce silo à grains qui est un conception SolidWorks. Là, d'ailleurs, on le voit, c'est assez marrant. Donc, SolidWorks, vous le savez, donc est en Y-up par défaut. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait une rotation jusqu'à à 90 degrés de ce silo. Donc là, c'est pas problématique. Et après, là, j'ai juste de définir une contrainte de contact entre un de mes piliers et le bâtiment, un bâtiment que j'avais importé en IFC. Et je peux après définir des contraintes, différents types de contraintes. Donc ici, un décalage, on pourrait avoir des conditions de coïncidence, conditions d'angle, etc. Donc là, l'idée, voilà, c'est pour montrer les capacités également à faire de l'implantation, du positionnement de gros ensembles. Voilà, hein, si vous êtes limité également dans SolidWorks. Et encore une fois, là, il y a pas besoin de faire de simplification géométrique. La technologie est faite pour gérer des très gros ensembles. Derrière, une fois qu'on a fini l'implantation, on va pouvoir également passer à la simulation d'interférence.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir simuler les interférences qui existent entre différents équipements, que ça soit justement de la donnée SolidWorks avec par exemple une charpente ou par exemple isoler le système de ventilation et tester justement s'il y a collision ou contact avec des équipements que j'ai implantés. Donc là, par exemple, l'exemple qu'on a, on teste justement les interférences entre deux charpentes qu'on a reçues en format IFC de deux fournisseurs différents. Donc c'est souvent dans ces cas-là, on peut avoir des problèmes d'interférence ou quand on développe des équipements qui doivent s'accrocher sur une structure existante aussi. Donc pour le rappel, là j'ai remis la maquette de BIM. Hein. On peut faire une revue web et on peut justement spécifier au niveau de la simulation d'interférence, par exemple isoler toute ma structure de poutre ou mon système de ventilation et faire ces types d'interférences pour vous montrer ce que ça donne. En fait, une fois qu'on a créé qu'on a simulé nos interférences, on peut également faire une revue web de ces interférences et créer des annotations pour passer d'une interférence à une autre. Et on a directement aussi une mise en surbrillance de la zone qui pose problème. Donc là, nous, on va pouvoir mettre en surbrillance s'il y a contact, collision ou si une condition de dégagement n'est pas respectée. Et derrière, on va pouvoir également suivre, tracer le problème. Donc là, on crée un incident, une fiche déclarative où automatiquement, on a tous les objets qui sont référencés. Et on va pouvoir rajouter également des informations et affecter des personnes, une personne spécifique qui doit traiter de cette interférence-là. Je vois que le temps défile. Je suis assez bavard. Donc là, on va passer juste à la géolocalisation, car c'est aussi très important. Une des grosses demandes aujourd'hui chez nos clients qui souhaitent géolocaliser leur équipement quand ils font un export IFC. Pourquoi géolocaliser? Parce que justement, quand vous allez travailler avec des donneurs d'ordre ou avec des clients qui, eux, récupèrent différents IFC, à un moment donné, il faut faire une coordination de tous ces IFC, les ouvrir tous dans une visionneuse BIM. Il faut que tous les équipements soient correctement positionnés, correctement géolocalisés. Donc justement, ça, c'est une option. C'est un outil qu'on peut avoir dans la plateforme. Donc juste pour vous remontrer comment ça marche. Donc aujourd'hui, si vous utilisez SolidWorks, mais si vous n'utilisez pas encore SolidWorks et que vous gérez du step, c'est la même logique. Vous avez votre équipement, ok, mécanique. Vous l'enregistrez dans la plateforme, donc soit directement en utilisant le connecteur pour garder une association, soit on pourrait faire un import direct si on a du step. Et c'est à travers également le même module qu'on a vu tout à l'heure, en fait, le même module qui permet d'importer l'IFC, de faire de l'implantation. On a aussi des outils de géolocalisation pour justement affecter des coordonnées GPS, gérer un azimut, etc. Et au niveau de l'export, quand on exporte l'équipement, on peut faire un export seul de l'équipement, on garde bien sûr cette géolocalisation. Pour vous illustrer, là c'est le cas pour cette passerelle qu'on doit positionner. Donc là je le positionne très rapidement. On a un trièdre. Là je le positionne sur le toit. Juste pour vous montrer, en fait, le projet de tête, le bâtiment avait déjà été géolocalisé, mais s'il ne l'avait pas été, pas de problème, hein. Vous pouvez récupérer des coordonnées GPS, par exemple d'un Google Maps, et copier-coller en fait les coordonnées, et après définir bah, justement où est le nord. C'est pour ça qu'on voit aussi le compas ici, hein. Vous aurez juste à tourner le modèle. Donc voilà, donc là, juste pour montrer, le bâtiment est géolocalisé. En revanche, l'équipement là, sur lequel j'ai cliqué en bleu, c'est une passerelle SolidWorks. Et justement, elle n'était pas géolocalisée. Et là, c'est pour ça que je vais pouvoir récupérer la géolocalisation et récupérer de l'ancêtre, en fait, du parent. Donc, il comprend que voilà, je veux la positionner sur le toit. Et vu que le projet de tête a été déjà géolocalisé, j'ai juste à faire un clic et je définis la géolocalisation pour l'équipement. Et là, pour vous montrer le résultat, donc là, j'ai chargé justement dans une visionneuse BIM le bâtiment. Et si j'ouvre derrière, côte à côte, en fait, dans ma session, la passerelle localisée, bon, on va voir qu'elle respecte la position que j'ai définie. Donc, c'est pour ça qu'on a ces besoins de géolocalisation avec les fichiers IFC quand derrière on veut l'exporter et que un coordinateur global gère la maquette complète. Voilà, donc ouais, je vois, ouais, c'est vrai que le temps défile. Donc juste pour vous rappeler, voilà, donc là c'était les différents différents flux.
qu'on a abordé aujourd'hui. Donc, échange au niveau du format IFC, que ce soit au niveau de l'import ou de l'export. Je rappelle, l'import, on va pouvoir filtrer, choisir des stratégies d'import différents. Au niveau de l'export, on a un export très rapide, très léger, qui gère la géolocalisation. Si on doit travailler dans SolidWorks, on a des outils adaptés justement pour venir ouvrir en session dans SolidWorks directement des objets BIM et pouvoir construire, concevoir des équipements détaillés SolidWorks, garder également une maquette complète euh, continuellement à jour. On peut synchroniser à tout moment, soit en refaisant un export, soit si besoin, si vous avez un Revit à côté, établir une connexion, ici une passerelle entre Revit et la plateforme. Voilà, donc voilà, là, pour assurer une continuité numérique de bout en bout sur toute la chaîne entre mes différentes solutions. Mais c'est pas tout, hein, c'est pour ça ici là les trois petits points de Revit à SolidWorks avec la 3D Experience et bien plus encore. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aborder ces sujets-là aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Mais typiquement, concernant les nuages de points, on a également des solutions. Donc là, au niveau de gros nuages de points, de scan complet de bâtiments ou d'usines, on va pouvoir les nettoyer, les manipuler. Ici, faire par exemple des extractions de certaines zones du nuage de points pour tester des configurations d'aménagement. On va pouvoir également segmenter une partie du nuage de points avec des outils d'intelligence artificielle pour justement reconnaître par exemple, un chariot élévateur, un bac, que je vais pouvoir après réutiliser dans d'autres projets. Tester aussi mon implantation dans le contexte du nuage de points avec mes équipements, du STEP, du SolidWorks. Et bien sûr, faire de la visualisation immersive. Ou ici, donc là, on l'avait illustré là, justement, une petite passerelle, un petit échafaudage SolidWorks. On va pouvoir prendre des cotes et positionner mon équipement dans le contexte du nuage de points. Ça, c'est une des thématiques. D'autres thématiques, d'autres outils pour les utilisateurs DriveSite. C'est très récent, c'est un nouveau module qui est arrivé, ils appellent ça donc le module BIM, pour importer des fichiers IFC, donc de la 3D, et pour générer des dessins, des plans d'élévation, des dessins détaillés du modèle BIM. Donc là, par exemple, c'est le modèle BIM qu'on a intégré dans DriveSite et dans lequel on va avoir ce filaire et on va pouvoir en tirer des plans de coupe, des sections directement. Alors, c'est très intéressant. Et un autre sujet, mais encore une fois, on est poussé par le temps, malheureusement. C'est autour de la conception générative. Donc ça, c'est une toute autre approche que vous pouvez avoir avec la conception paramétrique dans SolidWorks. La conception générative avec ces modules-là. Donc là, on voit justement ici, c'est de la programmation, c'est de la conception par programmation visuelle. Donc là, pas besoin d'avoir des compétences très poussées en programmation. Vous définissez justement ce que vous voulez faire au niveau de la 3D avec des blocs et vous reliez les différents blocs entre les entrées et les sorties. C'est très efficace pour construire des éléments où on a de la répétition assez complexe, assez sophistiquée. Donc là, dans l'exemple, donc c'est souvent, par exemple, ça peut être souvent utilisé. Bon, là, je crois que oui, c'est au niveau d'un intérieur d'avion pour avoir un peu ce structure nid d'abeille, mais au niveau de l'architecture, ça peut être également très utilisé pour les façades, pour générer des répétitions assez sophistiquées. Et cette approche est également modulaire et pouvoir directement avoir un modèle paramétrable pour changer. Donc là, on voit d'ailleurs aussi là, ce travail aussi sur les façades qu'on peut également coupler en fait avec SolidWorks si on a besoin de définir des points d'accroche spécifiques, etc. Donc c'est bon, très intéressant. Malheureusement, voilà, on n'a pas le temps aujourd'hui pour traiter ces sujets-là. Encore une fois, si vous êtes intéressé par l'un de ces sujets, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On en prendra compte. Donc encore une fois, merci à tous, hein. Désolé si c'était un peu speed. N'hésitez pas à regarder le replay et voilà, et mettre même, on regardera s'il y a des commentaires, je pense, sur la vidéo YouTube pour revenir vers vous. Merci à tous, merci Arthur, Merci à merci tous. Merci à Angela toi, aussi Florian. pour l'organisation de ce webinaire et à une prochaine fois.
Belle semaine à tous, au revoir.